Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission. Le kiosque, c'est la toute dernière de la saison, comme on dit, hein. Il faut bien que nos chroniqueurs, journalistes partent en vacances. Cette année a été difficile, longue, surtout pour Idi Marajo. Il était sur 3 médias et pas les moindres, donc il avait beaucoup de boulot. Et Michel sort d'une campagne électorale et puis voilà. Ouais. Et José Anelka, tout en étant pas au CI, a de multiples occupations qui lui prennent du temps. Donc c'est la toute dernière ce soir pour la saison. Nous reprendrons donc après les vacances. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit, on reprendra après l'été. Hein. Michel, comment ça va? Eh bien, ça... Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Alors, bien sûr, j'ai adopté un nouveau mode de vie, bien sûr. C'est plus calme. C'est plus calme. C'est plus calme. Mais cela dit, bon, je continue bien sûr à suivre l'actualité politique, économique, sociale de la Martinique. Oui. Alors, Grégory, notre ami Michel n'est plus à la CT, mais il est toujours le patron de justice. Voilà. Merci. Justice, collectivité territoriale de Martinique. Les paroles seront-elles suivies des faits? Oui. Est-ce que tu en doutes, Michel, au fait? Bon, c'est pas un titre je ne veux pas faire de procès d'intention à une nouvelle équipe et puis je pense que je ne souhaite pas l'échec de qui que ce soit parce que ce soit l'échec de la Martinique. Tu vois? Parce que la Martinique, malheureusement, a des urgences économiques, sociales, démographiques, etc. La seule différence d'appréciation que nous avons, c'est que je considère que la collectivité territoriale est dans l'article 73 et qu'il y a des choses, contrairement à ce qu'on dit, il faut que l'État, premièrement, il faut que les capitalistes martiniquais, 1,2 milliard de profits chaque année, mettent la main à la poche. Ce n'est pas seulement à la collectivité de lancer l'économie. Okay? Donc, c'est sur ce point précis qu'il me semble que quand on lit le discours d'investiture du nouveau président du Conseil exécutif et surtout son programme, je pense que où il a voulu créer des illusions, où il se crée des illusions. Très bien, on dit quand même bonsoir aux autres collègues qui sont là. Bonsoir. Bonsoir José Anelka, comment vas-tu, ça va? Bonsoir Mano, parfait, tout va bien, merci. Bon, très bien. Et dis bonsoir, merci d'être avec nous. Merci d'exister. D'exister. Que cette télé existe. Voilà. Voilà, donc avant qu'on entre dans les sujets, les différents sujets, je vous propose de regarder juste une petite vidéo concernant l'assassinat, enfin, pas l'assassinat, mais enfin ce qui a été dit par une télévision du Canada sur cette histoire-là, et après on en discute. C'est pas très long, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Haïti, et voilà. Grégory, si tu veux bien, s'il te plaît. Non, tout ce qu'on sait, c'est ce que le premier ministre sortant a dit, que des mercenaires, dont certains parlaient soit anglais ou espagnol, auraient envahi la résidence de Jovenel Moïse en banlieue de Port-au-Prince la nuit dernière, tirant sur le président et sur sa femme, Martine Moïse, qui est d'ailleurs ce soir soignée dans un hôpital de Miami. Ce qui m'étonne, moi, dans ça, c'est que Jovenel Moïse, il faut le savoir, était sous très haute protection. On avait pu le constater lors de l'entrevue l'année dernière avec mon collègue Akli Haït Abdallah. Il y avait plusieurs couches de protection. Il lui-même avait demandé à avoir une protection additionnelle à ce que des gardes du corps d'une firme privée soient embauchés. Des Américains, notamment, faisaient partie de sa garde rapprochée. Et donc, ce qui étonne, et ça laisse entendre ça, que s'ils ont pu envahir sa résidence sous cette grande protection, qu'il y avait peut-être, que les responsables de cet assassinat avaient peut-être des complices dans son entourage. Ça, c'est peut-être étonnant. Mais est-ce que l'assassinat lui-même est surprenant? Comme moi, ça ne m'a pas surpris.
Pourquoi? Parce que Jovenel Moïse est contesté depuis les tout débuts de son pouvoir. Son élection avait été contestée parce qu'il l'avait emportée au premier tour. C'était très suspect comme victoire. Après, quand les détails du scandale de Petro-Caribé sont sortis, il y a 2 ans et demi, ce scandale l'a fortement éclaboussé parce qu'il était très proche de Michel Martelly, le président précédent, qui est accusé d'avoir détourné presque 4 milliards de dollars de ce fonds qui était dans le fond un vaste programme de subvention du pétrole financé par le Venezuela. Et on l'accusait, il n'était pas président quand ce scandale a eu lieu, il n'était pas un responsable politique, mais comme homme d'affaires, il était éclaboussé aussi dans ce rapport. On disait qu'il avait prêté son réseau à des détournements de fonds. D'accord. Et Sophie, qui pourrait être derrière ce crime? Qui aurait intérêt à avoir voulu s'en débarrasser? Ça, c'est la question. On n'aura peut-être jamais la réponse exactement sur qui l'a intéressé, mais la question intéressante, c'est de se demander qui avait l'intérêt à se débarrasser du président, mais tout en gardant le régime actuel en place. Fait intéressant. Le premier ministre qui a pris la parole aujourd'hui, Claude Joseph, lui, il a été écarté du pouvoir par Jovenel Moïse, pas plus tard que lundi. Il a été écarté. Jovenel Moïse a nommé un nouveau premier ministre, Ariel Henry, mais parce que celui-ci n'est pas encore assermenté, aujourd'hui, Claude Joseph a clairement s'est approprié le pouvoir, notamment en convoquant un Conseil des ministres extraordinaire et en décrétant cet état de siège. Cet état de siège, exactement, et clairement veut prendre le pouvoir. Disons que c'est une coïncidence intéressante, mais il y a 2 possibilités, 2 groupes qui auraient intérêt. C'est soit des membres du gouvernement de Jovenel Moïse qui estimaient qu'il était devenu un obstacle à leur intérêt, donc à leur enrichissement par la corruption, ou il y a des clans dans l'opposition qui ont les moyens de mener un tel assassinat et qui auraient eu intérêt à le faire. Et on le sait, il y a eu une escalade des violences depuis un mois menée par des milices proches de certains de ces clans de l'opposition. L'intérêt étant de se débarrasser de Jovenel Moïse tout en gardant le régime en place, de le déstabiliser pour être capable de contrôler les résultats du prochain scrutin qui doit toujours avoir lieu le 26 septembre. Voilà, donc des explications d'une télévision canadienne. Il y a beaucoup de Canadiens, je disais, qui sont bien implantés en Haïti, mais aussi, José faisait remarquer ainsi qu'il dit qu'il y a aussi beaucoup d'Haïtiens au Canada. Oui. Mais il y en a aussi beaucoup à Miami, il y en a beaucoup à Boston, New York, qui sont un peu partout, New York, et aussi à Paris. Alors, concernant cet assassinat... En Martinique, en Guadeloupe. Oui, dans la Caraïbe, oui. Il y a 5 millions, on appelle ça, je crois, le 12e département, parce qu'il y a 11 départements en Haïti, et eux, ils ont créé un 12e département, celui de la diaspora. Ouais. Ils sont 5 millions, il y a 10 millions d'Haïtiens qui vivent en Haïti, à peu près, et il y a 5 millions d'Haïtiens à l'extérieur, ce qui est énorme. Et en Haïti, à Miami, d'ailleurs, on appelle une partie de Miami Little Haïti. Ouais. Tellement il y a du monde. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet assassinat? Est-ce que vous avez été surpris par ça? Parce que depuis quelques mois, il y avait une fronde quand même. Hein. Les malfrats étaient devenus même plus armés que la police et la gendarmerie haïtienne, quoi. Ils faisaient la pluie et le beau temps. Bon, c'est vrai qu'il y avait une situation de plus en plus dégradée, de chaos. Hein. Ce n'était plus une situation d'opposition politique, comme il y a à peu près un an, de contestataires des décisions du président haïtien. Il y avait une dégradation, notamment les bandes armées, les gangs, les enlèvements. On se rappelle les 11 missionnaires il n'y a pas si longtemps que ça. Avec effectivement l'impression d'une certaine impuissance des forces de l'ordre haïtiennes, aussi bien l'armée que la police. Donc, mais je ne pensais pas qu'on arriverait à l'assassinat de Jovenel Moïse. Ouais. Bon. Maintenant, j'ai entendu les analyses de la journaliste haïtienne la journaliste canadienne, pardon, qui suggère que ce serait dans le camp même de Jovenel Moïse qu'il y aurait intérêt à l'éliminer
elle a utilisé l'expression pour éliminer Jovenel Moïse tout en gardant le régime. Tel quel. Tel quel. Bon, c'est une hypothèse. Bon, mais il y a d'autres hypothèses qui circulent. Bon, il y a d'autres hypothèses qui circulent. Il y a des hypothèses. Moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux une hypothèse qui laisse entendre qu'il y aurait dans l'artibonite de l'uranium et dans les eaux haïtiennes du pétrole, et que ça attiserait l'intérêt de certains requins américains et canadiens. Bon, donc, mais ceci dit. Mais si ce que tu dis c'est ça, ça veut dire aussi qu'il y a des requins haïtiens prêts aussi à manger. Bien sûr, D'accord. il y a une bourgeoisie. Enfin, il y a une bourgeoisie haïtienne qui a toujours, qui n'a jamais choisi, à mon avis, le patriotisme. C'est ça le problème. Et en tout cas, moi je crois qu'il faut d'abord exprimer notre solidarité avec le peuple haïtien. Moi je crois que c'est d'abord ce que nous devons exprimer. Nous ne pouvons pas nous substituer à lui. Et je pense qu'il faut leur exprimer la possibilité de retrouver la stabilité, parce qu'il peut y avoir de développement sans stabilité, et voilà et surtout l'unité du peuple haïtien. C'est ça que je crois que nous pouvons leur souhaiter. José? Oui. D'abord, à Miami, tu as du Little Haïti, du Little China, du Little Cuba. Oui, donc il y a plein de Little. Il y a plein de Little Italie. Oui. Donc là-dessus, il y a des communautés multiples. Sur Haïti, oui, je trouve, oui, on a à condamner l'assassinat du président. Je veux dire, ce ne sont pas des méthodes qu'on peut trouver normales dans un pays, démocratie. dans une démocratie, même si le mot démocratie est peut-être un peu abusé sur Haïti par moment. Oui. Mais c'est quand même une démocratie. Mais c'est quand même une démocratie. C'est une république. Oui. Alors, moi, je suis allé quelquefois en Haïti. Et après le départ de Baby Doc, avec nos clubs services, j'ai eu l'occasion de financer, de construire une école à Versailles en Haïti. Et j'ai rencontré un peuple d'une grande gentillesse et d'une grande... très avenant. Et des gens, on était contents de faire ça. Après, j'ai entendu beaucoup en Haïti des gens dire qu'est-ce qu'on était mieux avant. Ouais. Ça a l'air bizarre comme ça. Vous entendez des gens dire que finalement, sur la dictature de Papa Doc et de Baby Doc, on n'était pas ça. Et depuis, la succession de mouvements de chefs d'État en Haïti est énorme, et c'est un peuple qui n'est pas apaisé. Et il faut absolument que la communauté internationale unisse des efforts pour leur permettre d'exister. Effectivement, nous entendons ça et là, qu'il y a des richesses dans le sous-sol d'Haïti qui attisent des convoitises ça et là, mais en fait, il faut que les Haïtiens aussi s'unissent pour tirer une part de ce gâteau-là et pas se laisser embobiner comme ça a pu être le cas par le passé. Après, aujourd'hui, on ne peut pas aller commenter qui a fomenté, qui n'a pas fait, comme fait la journaliste canadienne qui a un avis bien arrêté sur ce qui a pu se passer en Haïti. Je trouve cela un peu abusé aussi de la part, fût-elle journaliste d'une grande télévision, d'une grande chaîne canadienne, d'avoir un avis avant d'avoir laissé la police haïtienne investiguer. D'ailleurs, depuis, ils ont arrêté deux coupables, même si ce n'est pas les vrais coupables, mais ça apaise la population pour le moment. Et ils en ont tué 4, semble-t-il. Oui, mais bon... Oui. Qui, on ne sait pas. Eddie? Je pense qu'il faut il faudrait mettre des guillemets sur c'est mercenaires, tués, coupables, etc. Non, en fait, il faut quand même rappeler que
l'histoire politique haïtienne est pleine d'assassinats de présidents s'étant suicidés ou de présidents ayant été exécutés. On pense à ou de rois ou d'empereurs. On pense à Christophe, on pense à Boyer, on pense à... Grégory, s'il te plaît, mets-moi la fiche maintenant, où il y a toute une série de présidents déjà assassinés. Voilà. Alors, par contre, les 5 présidents haïtiens assassinés. Oui, il y a Dessalines. Ouais. Dessalines, après c'est Sylvain, Salnave, Michel Cincinnatus. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est les présidents. Mais vous vous rappelez qu'Haïti, il y a eu un empereur qui s'appelle Christophe. Il y a eu... Henri Christophe. Henri Christophe, bon. Et puis, la violence politique en Haïti est une donnée structurelle. Enfin, bon, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et puis, donc ça, ce rappel étant fait, les Haïtiens ne sont pas forcément surpris. C'est pareil de l'autre côté, hein, la République. Rappelez-vous que... dominicaine qui est juste à côté. La République dominicaine. C'est la même île qui est coupée. Oui, fait, qui est coupée en deux. Les gens comprennent bien. Il y a quelques dictateurs... de l'autre côté, qui ont été assassinés. On ne va pas revenir dessus. Mais la deuxième interrogation, qui est une analyse très objective, c'est comment le type le plus protégé d'Haïti a fait pour être assassiné. Et il y a quelqu'un en Haïti qui dit, si lui a été assassiné, mais qui est-ce qui peut être protégé dans ce pays? Bon, en réalité, ça c'est classique, hein, ce genre de choses. Il y a de fortes chances que il y ait un complot au plus haut niveau du gouvernement haïtien, puisque des gens qui sont chargés de la sécurité du président ne sont pas là au moment où arrive un commando se prétendant de la DEA. La DEA étant l'organisme qui s'occupe de la lutte contre la drogue aux États-Unis. Et que non seulement le commando peut pénétrer dans l'enceinte fortifiée, vous avez vu les murs, etc., sans qu'il y ait aucun contrôle, mais surtout repartir. Et puis, c'est le coup classique, c'est-à-dire qu'il y a probablement ce qu'on appelle des lampistes, des boucs qui pas à la tête du commando, qui étaient là derrière, parce que, bon, grosso modo, ils ont été trahis, et puis ça donne bonne conscience à la... Vous voyez, tout ça est en fait trop évident, trop facile pour que ça soit vrai. À mon avis, il y a de fortes chances que, en plus des services secrets étrangers aient été avertis de l'assassinat. De l'imminence. Oui, qu'ils aient donné leur feu vert en disant, bon, les mecs, vous vous débrouillez. Il faut être très clair. Haïti, c'est... l'antichambre du colonialisme américain dans la Caraïbe, et les enjeux sont considérables. Alors, c'est des enjeux financiers, bien évidemment, parce qu'Haïti, c'est l'une des portes d'entrée de la drogue aux États-Unis, il faut quand même le rappeler. Les présidents précédents ont joué à fond Martelly, mais pas seulement Martelly, Aristide était dedans, à fond la caisse. Bon. Et puis, il y a des enjeux économiques, parce qu'un pays de 10 millions d'habitants, ça importe quand même des marchandises, ça reçoit des fonds considérables de l'aide internationale, et tout ça, ça attise un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas des intérêts étatiques. Les intérêts étatiques, c'est qu'il y ait une stabilité pour que les navires qui remontent du canal de Panama puissent passer entre Cuba et Haïti. Faut quand même rappeler aux gens que c'est essentiel pour les États-Unis depuis l'ouverture du canal de Panama. Et entre Haïti et Cuba, il y a une petite île qui s'appelle l'île de Navas. Et cette île était haïtienne jusqu'avant l'ouverture du canal. Et depuis l'ouverture du canal, les Américains ont dit ça à nous, ça nous appartient. Cette île-là disparaissait. Et cette île est une île stratégique qui permet d'assurer la sécurité des navires remontant et allant remontant du canal. C'est quand même 30% du commerce mondial. Faut quand même...
C'est pas innocent, et remontons sur la côte, allant vers la côte est des États-Unis. Donc tout ça est stratégique, mais les États-Unis disent, bon, écoutez, vous vous débrouillez à partir du moment où vous nous assurez qu'il n'y a pas de lien avec Cuba, parce que Cuba pour nous c'est l'enfer, et que vous laissez nos navires et nos intérêts stratégiques intacts. Et puis le reste, vous vous débrouillez. Donc c'est terrible ça. Ça veut dire en clair que tout est possible à n'importe quel moment. Mais on se rappelle qu'après Baby Doc, je crois que c'est un général. Cédras. Général Cédras qui était au pouvoir. Après, ça a été... Nanfi. Pardon? Nanfi. Ouais. Et après, le prêtre qui est devenu Aristide. Ouais. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, on brûlait des gens en mettant un pneu enflammé dans leur cou. Donc, le supplice du collier. Alors, c'est quand même difficile à entendre et à croire et à imaginer, mais chaque fois, c'est pas des étrangers qui ont fait ça. Non, mais le plus souvent, c'est avec la bénédiction des services secrets américains notamment, mais pas que. La République dominicaine joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la sécurité dans cette zone. Faut quand même rappeler que la CIA, à l'époque, a financé un commando pour tuer François Duvalier. La CIA a financé un commando pour tuer Trujillo, qui était le dictateur en République dominicaine. Et que c'est John Fitzgerald Kennedy qui a donné le feu vert. Donc c'est la chasse gardée en fait. Ouais. C'est la chasse gardée, mais c'est pas une chasse gardée démocratique. C'est une chasse gardée de la mafia. C'est ça qu'il faut. Cuba, c'est exactement la même chose avant que Fidel Castro ne mette un ordre dans ça. Fidel Castro a interrompu c'est là qu'il y avait les casinos, les Américains venaient faire la fête. Sam Giancana, la mafia juive, la mafia... Après toi, le chanteur Frank Sinatra, Frank Sinatra était un des représentants de la mafia. Ouais. Et tous les ça, cas... je ne savais pas. Donc, ouais. Donc Cuba appartenait à cette espèce de triangle infernal, Cuba, Haïti, République dominicaine. Et c'était la porte ouverte à toutes les exactions. Et on mettait... N'oublie pas le Panama avec tête d'ananas. Noriega. Cette zone-là est une zone sous influence américaine, mais les Américains ne veulent pas officiellement gérer le pays. Ils laissent ces pays aux mains d'un certain nombre d'intérêts privés, mais qui sont tenus en laisse. Tous les États caribéens que nous connaissons, Sainte-Lucie, la Dominique, Antigua, Barbade, etc., ce sont des pays qui sont sous la menace ou qui sont d'ores et déjà passés dans ce qu'on appelle l'influence des narcotiques. Il y a des États narcos en Caraïbes, on le sait. Mais tant que ça ne remet pas en cause les intérêts stratégiques des États-Unis, faites ce que vous voulez. Donc, il se peut très bien qu'il y ait une espèce de coup d'État ou de changement de régime. Tant qu'on ne tue pas des Occidentaux, tant qu'on n'attaque pas l'ambassade des États-Unis, les mecs, faites ce que vous voulez, le système continue. Et là, à mon avis, le système va continuer. Alors, on se rappelle, il y a quelques années, il y a... comment il s'appelle là? À Sainte-Thérèse, ça porte son nom maintenant. Un président qui a été tué, justement, il y a des années. Bishop, voilà. Maurice Bishop. À Grenade, qui a pris donc le pouvoir. Contre, alors, ça, tu apportes de l'eau à mon moulin. Ça roulait jusqu'au moment où Bishop est victime d'un attentat qui est, à mon avis, commandité par la CIA, parce que les Cubains faisaient un aéroport, l'aéroport international de Grenade, et les Américains ont dit, bon les mecs, on vous avait dit de continuer votre petit truc, mais nos intérêts stratégiques sont en jeu, on assassine Bishop, les États-Unis disent, il y a un mouvement révolutionnaire qui a assassiné le président, et ça nous autorise à débarquer. Ils ont débarqué, et ils ont viré les Cubains,
Et ils ont repris l'île en main. avec la bénédiction de Eugenia Charles. Les avions... Premier ministre dominicain. La dame de fer de la Dominique. De la Dominique. Ouais. Non, mais alors- on a du mal à... Quand tu racontes ça, là, j'ai l'impression d'être dans un film, quoi. Alors, néanmoins, je vais peut-être me faire détester, mais l'explication que l'on donne de l'instabilité d'Haïti, uniquement venant de la main de l'extérieur, ne me suffit pas. Ne me suffit pas. Ce qui me frappe quand même, c'est que on a quand même passé un cap. On n'a plus eu de coup d'État, on a eu des présidents élus. Bon. Ça a été quand même un pas pour Haïti, avec des présidents... Cédras a été élu? C'est un coup Non, d'État, je te parle de Martelly, par exemple. D'accord, les derniers, là. D'accord. Les derniers, bon. Peut-être avec des hauts et des bas. des hauts et des bas. Mais ils ont été élus. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que dans le corpus politique haïtien, dès qu'un type est élu, il est tout de suite critiqué, il est confronté à des demandes, je dirais, en gros, je vais caricaturer, hein. On demande à un président élu de résoudre ce qu'en 200 ans, la République d'Haïti n'a pas résolu. La déforestation, l'absence de justice, l'absence d'État, etc., etc. Mais Et ça, puis- Michel, c'est la politique. Hein. Il y a une nouvelle présidence à la CTM, il y a des gens qui disent en une semaine, ils n'ont pas réalisé des choses. Hein. Attends. Donc, Attends. c'est politique. Non, c'est pas politique. Je pense que il y a et d'autre part, on demande au président en place de partir, mais l'opposition, jusqu'ici, ne présentait pas d'alternative et de programme. Ce qui faisait que avant Haïti était dans une impasse politique, avant l'assassinat ou l'élimination de Jovenel Moïse. Et Haïti était quand même dans une impasse politique. Bon. Alors, si bien qu'il y a des intellectuels de haut niveau, haïtiens, Mais qui ne sont pas en Haïti. ils ne sont pas en Haïti, au Canada, Ils sont en France, un peu en partout, France. ouais. Et même, bon, qui sont allés jusqu'à dire la chose qui est invraisemblable, c'est à souhaiter une mise sous tutelle d'Haïti par l'ONU. Bon. Alors, c'est-à-dire que alors bien sûr, c'est une aberration que Haïti qui est le flambeau de la liberté, qui a été le premier État noir qui a aidé à la libération même du Venezuela, hein, Ou des États-Unis. ou des États-Unis. Puisqu'ils ont participé à la guerre d'indépendance. À Savannah, il y a eu des centaines d'Haïtiens qui se sont battus. Et les gens dont je te parle, ce sont des gens de gauche. Hein. Ce sont des gens de gauche. Hein. Bon. On vient à ce désespoir, cette désespérance de souhaiter. Et moi, je sens qu'on se dirige vers une solution de ce type. Oui, mais il faut quand même rappeler sur les éléments historiques pour que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer. L'histoire d'Haïti a été marquée par le contrôle systématique de ce territoire par des puissances étrangères. Il faut quand même rappeler que les États-Unis ont envahi Haïti au début du XXe siècle. Ils sont restés les Marines. des dizaines d'années. Qu'il y a eu des guerres pendant la guerre 14-18, Haïti a été encerclé. Pendant la guerre 39-45, il y a eu des problématiques avec ce qu'on appelait les puissances étrangères. Il faut clairement dire qu'il n'y a jamais eu, en fait, d'État structuré en Haïti. Et ce qui se passe là, c'est la faillite de l'État. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de structure. Donc, quand
la nature horreur du vide. Quand il n'y a pas d'État, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée. Quand je dis... Il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas d'administration. Eh ben, les gens s'administrent tout seuls. Alors, ils s'administrent avec c'est la loi du plus fort, forcément. C'est les gangs, c'est les industriels qui prennent le pouvoir. Au cours des dernières années, par exemple, on a arrêté le fils d'un des plus grands industriels haïtiens qui avait mis en place un système de kidnapping. Quand ils l'ont arrêté, les gens n'en revenaient pas en disant, mais ça, qui ça, monsieur, en mulâtre en plus, qui ça, monsieur, qu'a fait là? Et en réalité, en Haïti, il y a cette espèce d'absence du pouvoir central qui est devenue maintenant structurelle. Et donc, les gens s'étant auto-administrés et des bandits, entre guillemets, ayant pris les éléments du pouvoir, y compris en assurant le fait qu'il y ait de l'eau dans les robinets, qu'il y ait... C'est comme ça que ça se passe. Et c'est des Robins des Bois. Et les types sont devenus des Robins des Bois, ce qui leur permet d'avoir une espèce de clémence. Mais tout ça, ce n'est que le fruit de la dépendance instaurée d'Haïti par rapport à son voisin, à son terrible voisin américain. Alors, ceci dit, il ne faut pas oublier qu'il y a 300 églises évangéliques en Haïti. Ouais. Il y a aussi le fait que les Américains, sont en train de pourrir l'esprit citoyen haïtien. Comment veux-tu qu'un peuple qui ne voit la vie qu'à travers une espèce de mysticisme, de fatalisme... Non, enfin bon, oui, c'est vrai, le vaudou, il y a le vaudou. Ouais. Moi, je dis ça parce que j'ai eu la chance, il y a quelques années, nous avons eu la chance au Parti communiste martiniquais de recevoir un grand intellectuel communiste haïtien qui s'appelait René Théodore. Et qui déjà à l'époque, nous a expliqué la sociologie de son pays. Il y avait un parti communiste haïtien important, qui était le seul parti organisé sur tout le territoire d'Haïti. Les Américains, avec l'aide de Papadoc, ont détruit ce parti. C'est-à-dire que tu n'as plus d'organisation en dehors, tu n'as plus d'organisation politique qui soit capable d'être une alternative. Mais ceux qui seraient capables de diriger, ils ne sont pas en Haïti. C'est ce qu'on disait, ils sont en France, exactement. Ils sont un peu partout. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le gros problème. Les intellectuels, les types qui ont des diplômes, les types qui sont formés, les ingénieurs, agronomes, où ils sont? Ils sont dans les organisations de l'ONU, l'OMS, toute une série toutes ces instances onusiennes sont peuplées de spécialistes haïtiens. En Martinique aussi, vous avez des Haïtiens qui sont brillants, des médecins, des gens qui sont là dans le pays. Et en fait, quoi qu'on dise, j'entends tout ce qu'on dit là, mais on est arrivé à un niveau de violence en Haïti qu'on n'a pas connu par le passé. Même avec les Macoutes, où on avait cette peur instaurée par le dictateur en place. Mais depuis quelques mois, il y a un niveau de violence là-bas qui est la conséquence certainement du désaccord que l'opposition avait avec Jovenel, une élection qui a été différée, il s'accrochait au pouvoir plus que de mesures. Mais tous les jours, vous avez des rapes, des morts en Haïti. Je me souviens de cette image de cette marchande dont on pensait qu'elle avait quelques économies. Ils ont séquestré son enfant, ils ont tué l'enfant et la dame était désespérée. C'est pas simplement que des étrangers ou des gens extrêmement fortunés. Hein. J'ai dit la fortune commence à peu de choses pour faire commettre... On peut dire d'Haïti ce qu'on dit du Mexique. Ouais. Si loin de Dieu et si près des États-Unis. Alors, il y a quand même une question. Il y a à peu près 10 ans, le trombone de terre là, qui a ravagé Haïti. En 2010. En 2010, donc 11 ans.
quand même, il y a eu des secours internationaux. Voilà. Il y a eu les Canadiens, il y a eu des Américains, Il y a eu tous les méchants surtout dont on parle. beaucoup Il y de a une détournements mission de l'ONU. Et où est passé tout cet argent? Exactement. toujours chez les mêmes. Toujours chez les mêmes. Parce qu'il y a des maisons qui devaient être construites. Il y a vraiment... Je crois on a parlé beaucoup de Bill Clinton, c'est ça? C'est lui? C'est Bill Oui, Clinton? dans le nord, du côté du Cap Haïtien. Mais il faut quand même dire les choses. À partir du moment, il faut que les gens vraiment sachent ça. À partir du moment où il y a une catastrophe, il y a nécessairement, mécaniquement, une aide internationale qui se met en place, des instances, etc. Mais le système, il est très simple. C'est où ça qu'on met l'argent. Parce que tu détournes de l'argent. Ça veut dire quoi? Comment tu fais pour détourner 4 milliards de dollars? Et la journaliste a dit que Martelly aurait détourné 4 milliards. Déjà, c'est impossible de détourner 4 milliards. Tu fais comment? Tu les prends. Non, mais tu prends comment? Tu prends et puis tu mets dans ta camionnette. Tu détournes comment? Tu fais un virement? Non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que il y a, chaque fois qu'il y a ce système qui est mis en place d'aide et à travers des ONG, etc., l'argent, qui le donne? Alors effectivement, il y a des ONG qui récoltent un peu d'argent auprès de nous. On est des donateurs, mais c'est peanuts. C'est d'abord de l'aide internationale à travers des gouvernements, des instances internationales. Les agences de l'ONU. Voilà. Et comment tu fais? Tu mets de l'argent sur des projets. En réalité, les projets sont siphonnés par des gens qui sont des spécialistes. Donc, ce n'est pas les Haïtiens qui ont récupéré le plus de fric. Et ce n'est pas les locaux qui récupèrent le plus de fric. C'est l'ensemble d'un système qui se met en place et qui se déplace, qui est mobile, qui est fait d'affairistes internationaux, qui sont pour la plupart des Occidentaux, qui disent, bah, écoute, cet argent, c'est une espèce de circuit fermé. C'est-à-dire, c'est des Occidentaux qui mettent l'argent pour des non-Occidentaux qui sont obligés, s'ils veulent avoir un peu de cet argent, de donner l'essentiel à des Occidentaux. Et c'est recyclé. Parce que mais l'ONU, c'est quoi? L'ONU ne peut pas mettre son nez dans ça? Mais non, mais l'ONU... c'est De Gaulle qui disait ce machin. Non, l'ONU... Je vous lis un truc. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Je vous lis un truc. L'ONU a décidé... Alors, c'est une dame qui s'appelle Hélène Lalim de l'ONU. Elle a décidé. C'est Claude Joseph qui dirigera Haïti jusqu'à la tenue des élections. Claude Joseph, c'est le Premier ministre qu'on avait viré. Voilà. On avait viré lundi. Voilà. C'est lui qui va diriger Haïti jusqu'à la tenue des élections. Tout ça est déjà réglé. Si l'ONU dit le type qui a pris le pouvoir de manière frauduleuse, parce que c'est bien ça, tu es limogé lundi, on t'a déjà envoyé en vacances. Parce que le type qui t'a limogé s'est fait dessouder, tu reviens au pouvoir, mais sur alors qu'il avait déjà nommé un nouveau Premier ministre. Bon. Alors, je fais une petite digression. Je voudrais dire à ce brave homme qui se dit être le grand maître spirituel de Nsezou, de ne pas polluer notre page Facebook comme ça, parce que ça m'embête chaque fois de vous bloquer, quoi. On fait une émission sérieuse, essayez de vendre vos trucs chez vous, quoi. Enfin, bon, bref, continue, pardon. Ouais. J'ai déjà effacé ça plusieurs fois, le gars insiste. Bon, qui c'est qui fait? Un marabout, il a fait ceci, cela, payé après résultats. Ton émission a tellement de succès mais que monsieur en Afrique ou bien en France, il n'est pas Martinique. Tous les marabouts. On va lui donner le numéro de téléphone de José. José va régler ça, définitivement. Bon. Non, il faut être conscient que derrière tout ça, il y a mécaniquement des choix stratégiques qui ont été faits pour Haïti, sur le dos d'Haïti, mais c'est pas Haïti fait la une de l'actualité, mais quand vous reprenez la totalité ou la quasi-totalité des îles de la Caraïbe ou même des États d'Amérique centrale, on est exactement dans la même situation. Personne ne s'intéresse à l'histoire du Guatemala. Par exemple. C'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Le Salvador. Il y a un petit jeune là qui vient d'être élu président du Salvador. Il n'a rien trouvé de mieux que de dire que la monnaie du Salvador, finalement, aujourd'hui, ça va être le Bitcoin. Ah ouais. Voilà. Donc c'est parti dans un délire absolu. Vous les reprenez à Belize, ça part en vrille. Les Bahamas, personne ne s'est demandé.
Vous vous rappelez, on parlait des Bahamas dans cette émission parce qu'il y avait un cyclone avec des vents de 400 km/h qui avait rasé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse aux Bahamas? Ben, il y a la mafia s'est installée en Bahamas en disant, bon les mecs, on a de l'argent à blanchir et vous êtes dans un désastre économique, on va vous aider. Et les mecs ont pris le pouvoir, etc. etc. Enfin, moi, ça que je veux dire- Pour oui. revenir à Haïti, je pense quand même que la situation, quand même, a quand même atteint au niveau de la sécurité un point de non-retour. C'est-à-dire que je veux bien que les puissances occidentales s'accommodent de ça, mais il y a un moment donné dans un pays, pour faire du business, il faut qu'il y ait un minimum d'ordre. Mais oui, les capitalistes, les impérialistes, les capitalistes ont besoin d'un minimum d'ordre pour faire du business. J'ai connu un représentant d'une compagnie américaine que je ne vais pas nommer pendant mes fonctions, une compagnie américaine qui avait des stations-service ici en Martinique et qui couvrait, il se trouvait que le découpage géographique couvrait Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti. Et ce businessman donc, allait de temps en temps en Haïti. Et il m'expliquait que quand il allait, ça se passe déjà il y a quand même une dizaine d'années, un petit peu avant le tremblement de terre. Bon, quand il allait en Haïti, eh bien, pour se déplacer, pour faire des tournées dans les stations-service, ils avaient un réseau de stations-service en Haïti, eh bien, il était obligé d'avoir un véhicule devant, un véhicule derrière, 2 hommes armés à côté de lui. Et ça leur coûtait bonbon. Et il me disait que la compagnie qu'il représentait se demandait si elle n'allait pas quitter Haïti. Ouais. Est-ce que je peux vous lire un petit truc? Parce que Quitter Haïti. pour répondre à Michel qui disait, ouais, bon, on a atteint un niveau de violence sans précédent et ça met en péril même le fonctionnement de l'économie. Ben, tu sais que c'était pas mieux en 1915. Le 27 juillet 1915, il y a un président qui fait un coup d'État qui emprisonne son prédécesseur, qui s'appelle Emmanuel Oreste Zamor. On connaît la famille Zamor en Martinique. Ouais. Et il le fait fusiller. Dans sa cellule, il le fait fusiller. Et la foule, ça se passe le même jour, hein, la foule apprend que le nouveau président, qui s'appelle Guillaume Sam, a fait fusiller l'ancien président. Eh ben, ils envahissent le palais national et ils lynchent Villebrun Guillaume Sam et le traînent son corps dans les rues de la capitale. Ça se passe le 27 juillet 1915. Les 2 présidents ont été assassinés le même jour. Voilà. Ah ben, dis donc, je vous dis, ils ont l'habitude. Hein. Oui, enfin bon. Mais ceci dit, quand j'entends tout ça, je ne peux m'empêcher de penser que pour les Haïtiens que je connais, ce sont des gens, j'ai envie de dire, gentils, pour ceux que je connais. Hein. Bien sûr. Je ne les connais pas tous. Hein. Bien sûr. Mais on a d'excellents rapports, tant sur le domaine musical, mais même ceux qui vivent en Martinique. Et j'ai du mal face à cette violence. Oui, mais ils sont en la Haïti à diaspora, comprendre, ils sont quoi. partis. Ouais. Ils sont partis. Ceux que tu connais, avec lesquels tu as frayé en musique, ils sont à New York. Et ils ont fait des bandes qui ont conquis le monde. Donc ces gens ont fui la misère et sont installés. Et c'est la musique qui leur permettait de quitter oui, justement bien sûr. Haïti. Ouais. Oui, mais il ne faut pas qu'on focalise sur Haïti. Oui. Je vous rappellerai que nous avons connu la même chose en Martinique. OK? Avec la Pinard. Et je vous rappelle qu'en Guyane, il y a eu des émeutes. Oui. Quand Galmo Galmo. a été assassiné, L'affaire Galmo. Galmo, il y a eu des émeutes. Il y a eu d'ailleurs des Martiniquais qui ont été trucidés à l'époque. En Guadeloupe, il y a eu des émeutes. Ok. Donc notre histoire caribéenne est truffée de violence. Et moi, je pense très sincèrement, alors il y a beaucoup de gens qui vont trouver que j'exagère un peu, mais nous avons ça en nous, hein, ce ressort de violence. À cause de notre histoire, à cause des souffrances que tous ces peuples de la Caraïbe ont vécues,
Et je ne suis pas sûr que si nous n'avions pas cet ordre républicain et les forces de répression, entre guillemets, comme ça qu'on les appelle de temps en temps. Alors, soit le lundi, c'est des forces qui assurent la paix, et puis le dimanche, c'est des forces de répression. Oui. Mais en Martinique, s'il n'y avait pas la gendarmerie, la police nationale, et puis l'ordre républicain, je ne suis pas du tout sûr que nous serions à l'abri de telles exactions, hein, parce qu'elles ont déjà eu lieu. Okay ? Je vous rappelle qu'il y a eu... alors, à la fois de la population et puis des forces de répression. Rappelez-vous que le jour où des étages... Des usines et des étages ont été tués par la même balle, d'ailleurs, à Ducos. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont été tuées par les forces de police et par les manifestants au Diamant, le même jour. Il faut rappeler ça. Il y a chez nous, dans la Caraïbe, un ressort lié à l'histoire, à mon avis, et de recours à la violence. Donc Haïti, alors on focalise sur Haïti systématiquement, mais prenons Trinidad, par exemple. Trinidad. Haïti, il n'y a pas de couvre-feu à 19h. Hein. À Trinidad, de manière régulière, en raison de la violence liée au trafic de drogue, couvre-feu à 19h. Alors nous, qu'à plein de nous ici, il y a un petit couvre-feu de temps en temps, là-bas, et puis c'est pas couvre-feu du style les mecs rentrez chez vous, c'est Oudéo, Boudoum. Et aujourd'hui, l'immigration vénézuélienne qui est extrêmement forte à Trinidad, parce que les Vénézuéliens quittent le Venezuela de manière massive et vont à Trinidad, parce qu'il y a quoi ? Il y a 60 km entre les deux territoires. Ça apporte encore une pression supplémentaire. Donc, il ne faut pas que nous ayons une vision de la Caraïbe idyllique. Ça n'existe pas. La violence à Barbade, par exemple, et les crimes à Barbade sont en train de monter en flèche. Et les touristes sont les premiers à se plaindre de ça. Oui. Les îles Vierges américaines, on a un taux d'homicide qui est considérable. Et à Saint-Domingue. Saint-Domingue, voilà. Et la Jamaïque, c'est entre 800 et 1200 morts par an, uniquement homicide volontaire par arme. 1200 morts, les mecs. Moi, je pense ceci dit, quand même, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, l'état de décomposition des structures étatiques, malgré tout, en Haïti, est quand même bien supérieur à ceux de tous ces pays que tu as cités. C'est ça qui m'inquiète. C'est que, je prends un exemple, après le tremblement de terre, une des formes de coopération internationale, ça avait été d'installer un système judiciaire en Haïti. Bon, de former des policiers. Bon. Et moi, je crois que l'aide qu'on peut apporter à Haïti, l'aide internationale qu'on peut apporter, c'est ça. C'est installer des structures étatiques, bon, sans s'immiscer dans la démocratie haïtienne, mais si l'ONU veut faire quelque chose de valable, c'est cette forme que doit prendre l'aide. Bon, et je vais dire quelque chose qui va paraître un peu exagéré. Jovenel Moïse voulait réformer la constitution haïtienne. Il s'était rendu compte que cette constitution faisait que l'État haïtien était ingérable. Oui, notamment parce que le président ne pouvait faire qu'un seul mandat et il était comment dire, il dépendait, voilà, il était l'otage du Sénat. Voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que il ne pouvait pas nommer un ministre sans avoir l'accord de tous les partis qui composaient le Sénat. Ou donc, le Premier ministre, là, peut-être aussi, il n'a pas été... Autrement dit, il avait chaque parti faisait un chantage. Si je ne parle pas moins tel bagaille, je ne peux pas voter les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la prime de 11. Martinique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est différent de chez nous? C'est pour ça qu'on a mis la prime de 11. Ce système est un peu copié par le système américain. Le président des États-Unis, pour nommer un ministre, doit avoir l'accord
du Sénat. Et le type doit passer devant une commission. Pas seulement les ministres, les ambassadeurs. Les ambassadeurs. Le vice-président. Bon, ça a été copié sur la Constitution américaine. Mais plaqué. Mal copié. Mais plaquer la constitution d'un pays qui est constitué depuis 1776, je crois. Oui, oui. C'est 1776. Tout à fait. Abraham Lincoln. Non. Non. George Washington. George Washington. Washington. Ouais. Copier ça au lendemain de la dictature de Duvalier. Parce que cette constitution, c'est au lendemain de la dictature de Duvalier qu'on l'a mise en place en Haïti. Comment s'appelait la maison du président haïtien sur le centre d'Haïti, sur le centre de Port-au-Prince, la Maison Blanche. Ça a été jusqu'à appeler la maison du président Maison Blanche. C'est pour copier la Maison Blanche. Oui. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le rappel historique de la violence dans la Caraïbe tel que Eddie nous le faisait tout à l'heure. Et on se prenait la pendule à ses lèvres, et presque j'ai envie de lui dire, croyez pas qu'il faille faire des choses comme ça ici, parce qu'on avait l'impression qu'on était dans une paix beaucoup trop apaisée en Martinique par rapport au reste de la Caraïbe, et qu'on a vu des tentatives de déboulonnage accréditées par certains. Restons calmes. Restons calmes. Restons calmes. Prenez besoin d'aller jusque-là. Il y a un élément aussi qui est intéressant, parce que moi je m'intéresse beaucoup à Haïti, vous vous rappelez, on a fait un numéro spécial d'historial sur les Duvaliers, enfin le lien avec les Duvaliers, l'origine martiniquaise des Duvaliers. On n'aurait pas dû dire ça parce que les gens vont croire qu'on jette l'opprobre sur les Samaritains. Pas tous les Samaritains. Il avait une origine lointaine, Duvalier, à cette Marie. Alors, oui, non, mais les Samaritains sont très fiers de tous les gens qui sont nés, ils sont d'origine samaritaine, notamment du Morne des Est. Non, ce que je voulais dire, c'est la misère. C'est le point commun et qui déclenche la révolte, c'est d'abord la pauvreté et la misère. Voilà. Mais pour répondre à Michel, l'analyse de l'ensemble de la littérature haïtienne pour expliquer l'effondrement de l'État haïtien, ce qui est intéressant, c'est que les Haïtiens disent on préfère ne pas avoir d'État qu'avoir une dictature. C'est terrible, hein. C'est-à-dire qu'ils disent la démocratie mène au chaos. On le voit. Ils ont goûté à la liberté. Voilà. Et ils ne veulent, une partie, pas tous les Haïtiens, une partie des Haïtiens, en particulier ceux qui réfléchissent aux conséquences d'une dictature et ceux qui ont, dans leur chair, souffert de la dictature jusqu'en 86. Et puis après, Cédras, etc. Mais c'était pas mieux. Et eux disent, à bien garder, peut-être que nous pourrions espérer aller vers une démocratie apaisée, etc. Mais ce qui garantirait l'ordre public, et beaucoup de Martiniquais qui ont été en Haïti à cette époque-là disent, quand nous allions en Haïti avant 1986, nous n'avions pas de problématique de sécurité. Mais ils oublient de dire qu'ils n'avaient pas de problématique de sécurité parce qu'ils étaient sous une dictature. En bouga fait un queue de poisson en la route, il y a arrêté bouga, il y a tiré dit l'autoa, il y a baillé 2 balles et puis c'est terminé. C'était ça Haïti, c'était ça. On t'enlevait dans une maison, tu disparaissais et on n'avait plus jamais de nouvelles de toi. Donc ils sont, tu sais, ils sont entre ces deux trucs. Je ne suis pas sûr que ça n'ait pas un peu continué sur la démocratie. Oui, mais bien sûr, parce qu'on ne perd pas ses bonnes habitudes. Parce que j'ai entendu des Haïtiens dire que le type de démocratie que nous vivons là n'est pas mieux que la dictature que nous vivions par le passé. Mais ceci dit, je reviens quand même à la nécessité d'un État haïtien. Et néanmoins, ce qu'il faudrait à Haïti, c'est un Fidel Castro.
Ça y est, c'est reparti. Mais oui, camarade. Mais oui. Oui. Dis ça aux Cubains. Dis ça aux Cubains qui ont été massacrés, qui ont fini dans les geôles. Dis-leur ça aujourd'hui. Alors, moi, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de Cubains qui aimeraient échanger Fidel Castro par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Non. Avoir un État en décomposition, comme cela l'est, où ce sont les gangs de la drogue qui font la loi, à mon avis, c'est de toute façon... Non, ce qu'il faut, c'est que les puissances étrangères laissent Haïti tranquille. Voilà. Et donc, moi, je te parle de ce que tu veux. Si les Américains disent, mais ils ne le feront jamais, tout simplement parce que je vous ai expliqué le positionnement stratégique d'Haïti. Les États-Unis ne peuvent pas laisser un Fidel Castro, par exemple, arriver en Haïti. Ils auraient dit, mais non, et les frères, nous n'avons un problème depuis Cuba, les autres, les bons, moi, un problème depuis Haïti, mais et pourquoi pas Sainte-Lucie, Grenade, non, c'est pas envisageable par les Américains. Mais si les puissances étrangères qui ont été de manière scandaleuse autour du berceau d'Haïti, parce que Haïti est né à l'encontre des puissances occidentales, il faut le rappeler. Ok. Alors, je voudrais répondre à Timilade de Sainte-Marie, du Gaumont, qui a été se cacher à Sainte-Marie. Il me dit, est-ce que j'ai quelque chose contre les marabouts? Serge Talley qui me pose cette question-là. Non, Serge, j'ai pas de souci avec ça, puisque je suis Gaumont, donc pas de niveau. Par contre, on va passer sur notre sujet, mais très rapidement, l'histoire d'argent, là, que Haïti doit tout cet argent-là à la France, ou bien c'est encore... C'est payé. C'est payé. C'est l'équivalent de 26 milliards d'euros. Qui a payé quoi? À qui? Haïti a payé à l'État français qui a lui-même donné cette somme aux anciens colons d'Haïti. Et aujourd'hui, Haïti demande à être remboursé de cette somme? Oui. Et Hollande avait presque pris l'engagement, à l'occasion de son fameux voyage d'ailleurs, où il avait accordé... Il avait fait deux choses dans ce voyage. Il avait accordé le cyclotron à la Guadeloupe. En ayant dit préalablement qu'il le donnait à la Martinique. Et il a pris un avion et puis il a changé d'aide. Dans l'avion, Lurel était dans l'avion avec lui, c'est ce qu'on dit en fait. Je ne sais pas si c'est vrai. Et surtout, quand il est allé au Memorial Act, me semble-t-il, je crois que c'est là qu'il a prononcé un discours où il a dit que la France allait rembourser. Non, il a été en Haïti. Il était en Haïti. Oui, il était en Haïti. En Haïti. Bien. Donc, en fait, la France doit rembourser éventuellement cette somme. Mais ne te fais pas d'illusions. D'accord. 26 milliards de dollars. Mais ceci dit, j'entends ça souvent. Ça n'empêche pas, à mon avis, l'explication, à mon avis, de la situation haïtienne, exclusivement par la main de l'étranger ou par l'indemnité qu'a dû payer Haïti à la France, ça ne suffit pas à expliquer que depuis la fin de la dictature des Duvalier, on n'arrive pas à trouver une stabilité en Haïti. Et je pense que les démocrates haïtiens, je pense que c'est ça leur problème, et que nous, quand je dis nous, les gens qui... Parce que nous sommes les amis d'Haïti, nous sommes les amis du peuple haïtien, il faut aussi, à un moment donné, qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde en face, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, et qu'on se dise la vérité. Alors Michel me dit, pas Michel Bonchi, mais Michel, sur Facebook, le taux d'analphabétisme y est aussi pour beaucoup, pour quelque chose. Bien entendu. Oui, c'est la misère. La misère morale, la misère physique, la misère morale, plus la superstition. Mais oui, plus la superstition qui est entretenue. Alors quelqu'un pense comme toi parce qu'il y a quelqu'un qui dit de toute façon, la transition se fera par un pouvoir fort ou ne se fera pas. Oui. Exactement. Alors c'est ce que j'ai voulu dire en parlant de Fidel Castro. Je voudrais un pouvoir social, mais un pouvoir fort. Moi, je ne suis pas favorable à un pouvoir fort parce qu'on sait, ça amène probablement une stabilité apparente, mais ça laisse la porte ouverte à
toutes les spoliations, tous les crimes. Moi, dans l'historial qu'on a consacré, on a fait le total du nombre de personnes qui ont été tuées par les Duvalier. C'est de la folie furieuse. Trujillo, de l'autre côté de la frontière, a massacré des centaines de personnes. Il faut qu'on arrête avec ça, cette idée. Et beaucoup de Martiniquais pensent ça, en disant « Oui, nous voulons de l'ordre, ordre et patrie ». Je peux vous rappeler ce à quoi ça mène, ordre et patrie. Non. Quand on dit un pouvoir fort, ce n'est pas un pouvoir dictatorial. Oui, mais bien évidemment. Bon. C'est quoi un pouvoir fort? Le mot fort, ça veut dire quoi? Non, je pense que nous, peuple de la Caraïbe, nous sommes passés par un camp de concentration qui a duré de 1650 à 1848. Pour les plus chanceux, et 1898 pour les moins chanceux. Il faut quand même rappeler ça. Il y a des gens qui ont été libérés de l'esclavage en 1898. OK? Bon, nous apprenons suffisamment de pouvoir fort comme ça. Nous avons fait suffisamment pour y dire nous un pouvoir fort. OK? Donc, par contre, ce qu'il faut... Et nous n'avons pas de leçons à donner à Haïti. Nous n'avons pas de leçons. Et je vous raconte une petite blague pour finir. J'allais dîner souvent avec des amis du François qui avaient un certain âge. C'était des gens de plus de 70 ans. Et il y avait parmi eux quelqu'un qui était invité, qui était un peu xénophobe et raciste contre les Haïtiens, justement. Vous savez ce qui se passe dans les campagnes, tout ça. Il a dit « Ouais, c'est Haïtien, quand on va à IPIA, etc. » Et mon père est haïtien. Et l'un des types qui devait avoir 82 ans, il dit « Vous savez, moi à la place où, je vais mettre les genoux à terre et puis je vais prier Dessalines, je vais remercier Dessalines. » Alors le mythique lui dit « Pour tu les remercier Haïtien ?» Il dit « Mais si pas tenir Dessalines, vous savez que aujourd'hui, Haïti, c'est français, il y a 11 millions. Donc peut-être qu'à 11 millions, vous avez mettre un président haïtien en France, et puis vous avez en dépendance pour au presse. donc remercier Dessalines. Ouais, on va changer de sujet. On a parlé beaucoup d'Haïti. Ma crainte quand même, c'est que cette décomposition haïtienne permet de justifier une nouvelle occupation d'Haïti par les Américains. Oui. Alors Michel, c'est ça le risque. Je voudrais que tu dises deux mots sur l'avocat Hervé Florent, ancien de l'OJAM, qui est décédé. Oui. Alors l'OJAM, c'est l'occasion, c'est qu'on puisse dire, puisqu'on parle souvent du rouge, vert, noir, il y a tout un amalgame. Oui. Mais pas trop long, parce qu'on a d'autres sujets, et on est resté longtemps sur... Je vais me contenter d'un souvenir personnel. Quand je suis entré au Parti communiste, j'ai été affecté à une cellule qui s'appelait Toursios-Lima. Et Toursios-Lima était un militaire révolutionnaire guatémaltèque. Tu vois, on a parlé du Guatemala. Du Guatemala. Et le Parti communiste avait créé une cellule qui réunait Berge de Briand, Trinel, etc. Et Michel, excuse-moi de t'interrompre, était dès ce moment-là surveillé par la CIA, puisque j'ai fourni à Michel un petit dossier sur lui et ses camarades qui sont extraits des archives déclassifiées de la CIA. Il peut témoigner. Tout à fait. Et alors, le secrétaire de cette cellule... C'était aussi important. Le secrétaire de cette cellule, c'était effectivement Hervé Florent, qui était avocat. Et je me souviens très bien que... alors ça se passe dans les années... fin des années 70, début des années 80. Et justement, il nous avait raconté donc l'affaire de l'OJAM. Donc, Hervé Florent c'était un doux violent. Un doux violent, comme c'est-à-dire que c'était un garçon qui avait, je veux dire par là, qu'il avait beaucoup de fermeté dans les convictions, mais en ayant une expression extrêmement courtoise. Il faut se tranquille. Voilà. C'est un... Bon, et d'ailleurs, Maître Sénat, à l'occasion de ses obsèques, il était franc-maçon aussi d'ailleurs, il était communiste et franc-maçon, c'est assez... Qui, Maître Sénat, qui était franc-maçon? Non,
Hervé Florent. D'accord, Hervé Florent. Hervé Florent était médecin. Je ne sais pas si les formations, en tout cas, il a prononcé son éloge funèbre. Il a dit que c'est l'avocat qui a obtenu le plus d'acquittement. Un homme discret. C'est l'homme qui a. Acquittator, Ouais. comme Dupond-Moretti. Effectivement, c'est un. Donc voilà, Ok. c'est un, Enfin. c'est un garçon dont je garde un souvenir très, très, très ému, mais il a surtout été un de ceux. qui Alors, été il le a été plus- parmi ceux qui ont été, les le 18 plus qui ont été lourdement condamné. emprisonnés de l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste Voilà. martiniquaise, l'OJAM. Ouais. Voilà, donc c'était l'avocat Hervé Florent, ancien de l'OJAM, qui n'est plus. Alors, on va choisir quoi? Rebond épidémie, Covid-19 en Martinique, tout de la Martinique des Yolondes. Est-ce que finalement, ça va se tenir si le préfet est en train de durcir les choses? Non? En venant ici, je me posais la question. Parce qu'en plus, mais ceci dit, départ et arrivée en pleine mer. Hein. Donc, ouais. il n'y aura pas les foules qu'on a l'habitude de voir à Oui. l'arrivée. Oui. Non? Je pense qu'ils vont maintenir la manifestation parce qu'il y va de l'entraînement Rapproche-toi un sportif. petit peu. Il y va de l'entraînement sportif des coursiers, mais ça va être un tour, j'allais dire sans saveur, mais sur un plan purement sportif, pas le tour comme les Oui, pas Martiniquais la- l'attendent. Pas à la fiesta, quoi. Voilà, l'attendent autour des fêtes et consorts. Mais Parce je que pense les qu'ils vont Martiniquais, maintenir. quand on dit Tour des Yoles, on pense au village La Mercury Ah oui, Beach, après, autour du tour. autour du tour. Oui, mais Le tour qui monsieur Marajou, lui, s'intéresse surtout aux after-yoles. Mais en fait, oui. Non, mais messieurs, allons être, le journal favori de Grégory. allons être un tout petit peu réalistes. La problématique majeure, c'est que la fête se déroule sur terre et sur l'eau. Je vous ai abreuvé suffisamment longtemps, depuis pratiquement 15 ans, de photos qui vous montrent que la fête est quand même beaucoup sur l'eau. Ouais. Et là, il n'y aura pas de... Comment on dit? Distance, c'est ça? Ben non. Distanciation sociale. ouais. Non, mais je pense qu'ils vont limiter. Sur 8 mètres carrés, tu fais quoi? Quelle distance? 8 mètres carrés, 14 personnes. Qui distanciation? Bah, ni pièce distanciation. Non, il y a, à mon avis, non, sérieusement. Non, mais il y a un contrôle sanitaire sur les coursiers avant de partir. Non, Non. Toi, tu parles des coursiers. Oui. Moi, je parle pas. Je parle pas. Les 8 mètres carrés, Lui, c'est il pas parle dans des- la, ah oui. c'est pas dans la Non, gueule. hein. mais je Lui, pense, Je je parle parle de bateaux, de des bateaux suiveurs. suiveurs. Et mais je voilà. pense Et qu'on je va- dirais, je que pense des qu'il va y suiveurs. avoir une réglementation pour limiter les bateaux Ils Impossible. peuvent pas. Ils peuvent Impossible. pas. Impossible. Ouais. Il y a déjà, rappelle-toi, là qui a chauffé le plus en lait de l'eau, c'est sifflette, quoi, songez ça. C'est au gars qui a sifflé, toutes les 2 minutes, Mano, tu connais ça, il y a sifflé, mais il n'y a aucun ordre. ouais. Non, je pense qu'il faut être raisonnable, on l'a toujours dit ici, mais il va falloir qu'on intègre et qu'on fasse un choix. Moi, je crois qu'à terme, les autorités vont être fatiguées et elles vont tout ouvrir et elles ne vont rien réglementer du tout. Mais c'est ce Parce qu'ils que- font en Angleterre. Hein. Ils ont dit qu'il faut apprendre à vivre avec la voilà. Covid. Oui, ils ont fait un choix. Les Anglais ont fait un choix en disant, bon, écoutez, entre le nombre de personnes qui meurent et le désastre économique que ça représente, nous, on a choisi le business. Par contre, vous ne voulez pas vous faire vacciner, eh ben, vous allez mourir. Et le message est très clair. Et le jour où le gouvernement français va dire ça, là, il y aura une vraie révolution. Et les gens vont être choqués. Ils vont être choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Mais les Anglais ont l'habitude d'entendre ça. Ils disent, bon, vous n'êtes pas les vacciner, il y a bien ce problème. Pas venir plairer. Hein. Pas venir plairer. Alors, qu'est-ce qui tient ce genre de discours? Les gens qui ont mis le paquet dans la vaccination, notamment les États-Unis. Aujourd'hui, à New York, j'ai passé un coup de fil dernièrement à New York, c'est pas compliqué, hein, c'est open. Alors là, on vous a donné on a mis à votre disposition tous les moyens de vous vacciner. Okay? Et vous voyez bien que les gens qui font la forme la plus grave du Covid, ce ne sont pas des gens vaccinés. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi vacciné, mais moi attrapé Covid là. Mais est-ce qu'on va aller à l'hôpital? Est-ce qu'un beau qui est vacciné mort en salle de réanimation? Non. En tout cas, de manière épisodique. Mais par contre,
Moi, j'ai passé un petit coup de fil là, sur le CHUM. Attention, hein. Moyenne d'âge des nouveaux arrivants, 27 ans. Ah, ouais. 27 ans. Oui. OK. À Londres, 25 000 cas, OK. Moyenne d'âge, 26 ans. Là, on va commencer à rigoler. Puisque c'est pas les 65 ans et plus qui font de la bamboula en bas-feuille dans des fêtes. On est d'accord avec moi? Bon. Mais les mecs, vous pouvez faire la bamboula. Au contraire, libérez-vous. Juste, prends un petit coup de vaccin, comme ça, Zotkai peut rouler, pas de pièce problème. Vous n'allez pas faire la forme grave. Mais l'État français va finir par dire, parce que les mecs sont fatigués, tu imagines. 4e, 5e, 6e reconfinement, non, c'est bon, quoi. Ils vont dire, bon, les messieurs, c'est fini, la période de la liberté de la vaccination est terminée. Maintenant, pour rentrer dans tel truc, il faut une vaccination obligatoire. Pour voyager, il faut vaccination obligatoire. Pour mettre vos enfants à l'école, parce que ça va être ça va commencer par ça. À la rentrée, je te parle de ce que tu veux, la rentrée 2022-2023, pour scolariser un enfant, quel que soit l'enfant, hein, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, jusqu'au bac et plus, pour entrer à la fac, vaccin obligatoire. Et tu verras. Mais déjà, on dit qu'il faut vacciner le personnel médical dans les EHPAD. Mais Et il y a des gens qui disent que non, il faut quitter le travail. Mais plutôt, hein. moi là pour ça. Ben, non, tu sais, moi j'écoute ces débats sur les chaînes de continu de télévision, je trouve ça ésotérique. Je trouve ça ésotérique, cette conception individualiste de la liberté. Mais il y a un proverbe qui est simple. Ma liberté S'arrête là, on s'arrête celle des là où autres. ta liberté commence. Autrement dit, tu as le droit de ne pas te vacciner, d'accord? Mais tu n'as pas le droit de venir me contaminer. Mais comprends? l'hépatite C, il faut quand même rappeler ça aux gens. Les personnels médicaux ont été obligés de se vacciner pour l'hépatite C. Ni monde qui roulait à terre. Tu as entendu des types prendre des bateaux, oui, parce qu'ils étaient peur. L'hépatite C, ils avaient peur. Il y avait une hécatombe dans les hôpitaux sur l'hépatite C. Donc, arrêtez, les gosses, ils prennent 11 vaccins obligatoires. 11 vaccins, et il y a des effets secondaires sur les 11 vaccins. Il y en a, OK? Alors, il y a déjà Michel qui nous dit, déjà ne pas rembourser les tests PCR, ce sera une incitation. C'est clair. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux aller danser, tu 50 euros. Tu payes ton test. 50 euros. Voilà. Non, mais tu sais, moi je reviens quand même à la problématique martiniquaise. Mais ça se passe aussi en France, Michel. Oui, hein? oui, je suis mais Oui, mais en France, on est à 40%. Oui, oui. Ici, on est à quoi? 20? Pas beaucoup. Pas beaucoup. nous sommes un tout petit pays. Et dans une île, ce type de phénomène, Ça peut être mortel. ça va beaucoup plus vite. Il faut ramener les choses à l'échelle. Comme disait Césaire, nous sommes quelques milliers de mortiférés qui tournent en rond dans la calebasse d'une île. Mais oui, Mais il faut le dire. mais faut le dire. Non, mais c'est d'autant plus succulent d'entendre Michel communiste citer Césaire. Mais c'est vrai comment? qu'à un moment, il était communiste. Mais Il faut quand même rappeler qu'à la une de Justice, il y a le 50e festival de la ville de Fort-de-France, Quintessence. Hein, Alors, Non, mais oui, mais créé par Aimé Césaire, on est bien d'accord? bien sûr, non mais Non, je te plaisante en signale disant que, ça, Michel. quand Césaire a écrit cela, je crois que c'est une citation que j'ai tirée de Cahiers de retour au au pays natal. natal. Et à mon avis, il n'était pas encore. D'après les historiens, il avait quand même adhéré à la jeunesse communiste en France. D'accord. Alors justement, ça, le festival va peut-être prendre du fer, parce que là, le préfet a parlé cette semaine. Apparemment, il parle de remettre des motifs impériaux entre la Martinique et la Guadeloupe. C'est fait. Alors que ce matin, C'est fait. j'entendais qu'en Guadeloupe, justement, ça descendait. Et les cas, c'est ce que j'ai entendu aux nouvelles sur RCI, je crois. Effectivement, d'ailleurs, on a remis en place les mesures sanitaires entre la Martinique et la Guadeloupe. On ne peut plus circuler librement. Sauf pour les vaccinés. Sauf pour les vaccinés. Ça rejoint ce que tu disais. Oui. Mais maintenant que je ne suis plus un élu, je peux parler plus librement. Michel dit que les élus ne sont pas libres. Non, parce qu'il y a des choses.
Il y a des Il choses. avoue qu'il était tenu par... Oui, je vais parler du tourisme. Oui. Tu veux nous Il parler y a du une, nouveau il y a président? une religion qui veut que le tourisme, c'est la colonne vertébrale, disait-on, de l'économie martiniquaise. Hein. Et on a entendu ça même pendant le Covid. Hein. On a même entendu qu'on ne faisait pas assez pour le tourisme. Le Portugal et C'est pour l'Espagne... ça que vous avez envoyé Kaïn Wakame au Canada, alors. Bon. Le Portugal et l'Espagne ont supprimé les mesures de restriction et aujourd'hui, ils sont obligés de prendre des mesures de restriction parce qu'ils ont pris sous la pression des lobbies du tourisme de leur pays et ils sont obligés de reprendre des mesures de restriction. Et la France, le ministre des Affaires européennes de France dit aux Français d'éviter d'aller Ouais. au Portugal et en Espagne. Vous comprenez? Alors, continuez à dire aujourd'hui qu'il faut ouvrir la Martinique. Parce que là, hier, par exemple, j'ai compté, il y avait au moins 4 gros porteurs qui ben, atterrissaient à la suite. En hein. moyenne, on est à 9. Continuons. On est à 9 gros porteurs par jour. Continuons. 9 gros porteurs Il faut par dire jour. la vérité aux Martiniquais. Oui, mais bon, Michel, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Vous avez vu qu'il y a des tests qui sont faits et on demande aux gens d'où ils viennent. Oui. Bon, il y a seulement 3% des nouvelles personnes contaminées qui sont originaires De l'extérieur. de l'extérieur de la Martinique. Donc, Pour le moment. voilà, Pour le moment. Pour le moment. Pour le Mais moment. le cœur du cluster, c'est Autochtone. les Circulation Martiniquais. interne. Voilà. Mais tôt ou tard, forcément. Mais je vous dis, il faut vous préparer psychologiquement à ce que quelqu'un puisse vous dire, bon les mecs, on va arrêter de vous emmerder, on va arrêter de porter des masques, tout ça. Vous êtes libre, vous êtes open, mais ne venez pas vous plaindre si vous mourrez. Roulez qu'aux autres. Ben ouais, si au moins, Ouais, il mais va c'est être pas bien. possible. Non, Hein? non, 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 le Qu'est-ce qui n'est bagaille, pas possible? le bagaille, ça aux moi, gens. venu tirer pieds. Mais pourquoi tu dis ça? Non, ça aurait été. Non, il faut un peu d'autorité. Tu as quelqu'un qui sort d'une fête non autorisée, qui se présente au centre Ouais. hospitalier, tu lui dis, vous étiez êtes dans vacciné la fête, repartez. Oui. On va pas dire ça, l'obligation de soins. Non, je telle vais que te dire c'est pourquoi peut-être. on va le dire. Ça va pas être on va possible. Non, on va le dire. On va pas le dire comme ça. Oui. Mais on va faire en sorte que Oui. les gens subissent les conséquences de leur inconséquence. C'est tout. C'est-à-dire qu'il est clair que quand tu braves les consignes, aujourd'hui, mais on n'a qu'à prendre plein d'autres situations. Quand tu braves les consignes, tu payes les conséquences. Hein. Je veux dire, quand tu... Tu roules avec des pneus lisses. Mais non, mais tu brûles le feu rouge aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? C'est puni. C'est quand même bagarre là. j'ai Il y a entendu- péquet doyen, mais il y a d'où? Écoutez, mettez-le dans le couloir là. J'ai entendu Eddie sur une grande radio de la place, dans les coups de gueule, coups de cœur. Quelqu'un, Laquelle Allez, vas-y, cite-nous le nom là. un auditeur dire je ne ferai pas ce qu'on a dit. Si mon malade, il n'y a qu'à soigner. Oui, moi Ah j'ai bon? vu ça. Oui, Ouais. moi j'ai vu ça. Oui, la personne Ouais. n'a pas eu honte de dire moi, je continue à vivre sans masque, sans rien. Si mon malade, il n'y a qu'à soigner. Moi. Très bien. Parce qu'on est dans ce pays français où Il y a une obligation de soins. Il y a une obligation de soins. Et ben. en fait, lui, il se moque de contaminer d'autres personnes. Lui, ici, on va le soigner. Sauf que ce qu'on est en train de dire actuellement, c'est qu'on va se retrouver à un trop grand nombre d'individus malades, potentiellement en besoin de soins, et que le système hospitalier tel qu'il est aujourd'hui va saturer, on ne pourra pas soigner des gens. Et c'est là où il faudrait dire aux gens, vous revenez du zouk, de machin chose, vous attendez que des gens normaux soient soignés. Mais bien sûr. Mais comment tu fais le tri dans un pays d'obligation de soins? Si tu fais ça, tu cours le risque de te faire prendre Mais- un procès pour non-assistance à personne. Discrimination. Non, non, Ah non, oui. non, non, Ah oui. non. Et si par malheur, on y a 10 000 origines haïtiennes, on pourrait- Alors, non. José joue sur le politiquement. Il joue sur le politiquement correct. Mais il faut dire la vérité aujourd'hui. Mais le tri est déjà fait. Le tri est déjà fait. Magadou, comment il y a fait tria? Bon, on y va. Vous avez du mal à respirer, c'est bien ça?
Alors voilà ce qu'on va faire. Vous inspirez au téléphone, il y aura ça. Au téléphone, qu'on dit Bouga bon Dieu, pini moi, ça arrivait moi, donc on peut témoigner. Bon, écoutez, donc au téléphone, au cas crier le SAMU entre guillemets, enfin le 15, tu appelles le 15, ok? Bon, regardez, attendez. Oui, non, mais j'étouffe, enfin, je suis malade. Attendez. Vous allez inspirer fortement et vous allez expirer. Et en expirant, vous comptez. On y va. Et puis là, on finit de compter, vous regardez, mais non, vous êtes à 31. C'est en dessous de 25, hein? Vous pouvez tenir encore, au revoir. C'est la vérité, c'est ça qui se passe. Actuellement, sous ça, faut qu'on compte jusqu'à 24. Sous dépasser 25 au prix. Alors, donc, messieurs, essayez de ne pas aller jusqu'à 31 parce que vous allez rester chez vous. Bon, alors, ceci dit pour certains, le Covid a permis peut-être à certains d'avoir le bac Covid. Parce que là, on est dans la période de bac. Non, mais c'est vrai. 86%. 86, mais 86, parce que là, on avait institué le contrôle continu, avec quand même une partie de contrôle. Il y a eu un grand oral. Il y a eu un grand oral. Mais bon... Et la philo. Donc, je plaisante quand je dis ça, bac Covid. C'est l'année dernière aussi, on avait déjà dit ça. Hein. Monsieur, je vous rappelle qu'en 1968... Exactement. En 1968, il y a eu un bac, comme il y avait des événements, il y a eu un bac oral. OK? Et une grande partie des Martiniquais qui ont passé le bac oral l'ont eu. OK? On était proche des 90%. On est à combien là? 86. Ah ben, tu vois. Mais plus le rattrapage, on va atteindre les 90%. Ouais. Donc 1968, Pateni Covid, il y avait des événements un peu chauds, bac oral. Tout le monde trapé. Alors, et ça a fait des gens brillants. Oui. Il y a des gens brillants. Dont ceux qui sont autour de la table. Vous étiez au lycée Cher. Il y a eu quand même. Il faut dire quand même la chose. Il faut dire quand même la chose. C'est que à un moment donné ou à un autre, dans le parcours, il y a quand même une sélection qui se fait dans les entreprises. Absolument. Juste l'année prochaine. Mais l'année prochaine. Ça, c'est une illusion de croire que on peut se présenter avec un diplôme dévalorisé et qu'il suffit de présenter le diplôme pour avoir droit à... Non, il faut aussi prouver qu'on a les capacités. Ouais. Et notamment dans l'entreprise, d'une manière ou d'une autre, il y a une sélection qui s'opère. La sélection viendra tôt ou tard. Bien, oui. Alors la lumière est allumée déjà. Nouveau conseil exécutif et nouvelle assemblée, CTM pour terminer. C'est d'ailleurs ce que Michel a mis, la photo des deux présidents, avec un président de l'Assemblée qui semble être quelqu'un de très posé, très cool, je pense, pour l'instant, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que j'ai pu voir. Monsieur Lucien Salibert et le président Letchimi, donc élu à l'Assemblée du Conseil exécutif. Donc c'est une nouvelle ère pour la Martinique, plus calme peut-être, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je sais pas, j'ai suivi les débats le week-end d'élection, ce dernier week-end d'élection. J'ai surtout entendu un discours extrêmement apaisé et réconciliateur de Serge Letchimi. Je ne l'avais pas entendu comme ça par le passé. Et si les promesses sont suivies d'actes, on peut imaginer une belle ère pour la Martinique. On peut imaginer. Certains ont l'air de douter. J'ai même entendu des gens douter de ça le soir même, des candidats pas malheureux, mais des candidats peut-être chagrins. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait, en tout cas, dans le discours, par rapport au passé, j'ai trouvé un discours apaisé, j'ai trouvé un discours plein de sagesse et de promesses. Après, voilà. Alors, il a déjà repris, par exemple, des propositions de Jean-Philippe Nilor qu'il mettra dans son programme. Et il a dit que c'était à Jean-Philippe Nilor. Souvenez-vous qu'ici, nous avions dit... Non, d'ailleurs, pas nous. Monsieur José Anelka avait souhaité
Moi, j'avais dit que sur les 14 listes, il y avait de belles propositions et que ce serait bien que certaines de ces propositions-là soient reprises dans la gouvernance à venir. Et moi, je trouve ça bien. Il l'a fait. Pour Nilor. Alors, par contre, dans les 14 listes aussi, je te passe la parole, j'ai vu arriver une des têtes de liste arriver avec son short et sa veste rose. Ouais. Et short de quelle couleur? Coco short. Un coco short, oui, enfin. Je n'ai pas osé dire coco short. Fluo. Ouais. Fluo. C'est vrai que... Bon, on s'en fout. Oui. Pourquoi on focalise sur ça? Ah non, mais je sais pas. non, ça a attiré l'attention. Donc je dis que mon attention a été retenue par ça. Donc voilà. Rappelez-vous que le ministre de la Culture de François Mitterrand, Jacques Lang, était rentré à l'Assemblée avec une chemise col Mao et qu'on lui a rappelé qu'à l'Assemblée, il n'y avait pas ça. Mais depuis, vous avez vu que le règlement intérieur de l'Assemblée s'est totalement assoupli sous les coups de boutoir de nos amis des Insoumis et que maintenant... Mélenchon notamment, entre autres. Ils peuvent ne pas avoir de cravate. Maintenant, on peut ne pas avoir de cravate, etc. Petite parenthèse, Serge Talley nous signale qu'il a eu son bac en 1968. Faut le rappeler. Félicitations. Bravo Timmy Latin, je pense que ça a dû être extrêmement dur. Ah ouais, ça a dû être dur Timmy Latin. Ça a dû être terrible. Ouais. Et puis, concernant la CTM, je pense qu'on n'en a pas trop parlé pendant nos débats. Il faut quand même rappeler une chose. La présidence du Conseil exécutif, la présidence de l'Assemblée et la gestion de la CTM, ce n'est pas la présidence de la République martiniquaise. Oui. Attention, ce n'est pas la présidence de l'Assemblée nationale et ce n'est pas le gouvernement. Tout simplement parce qu'une bonne partie, et Michel l'a rappelé régulièrement, une bonne partie du champ de responsabilité sur ce petit territoire n'appartiennent pas à la CTM, ne sont pas du ressort de la CTM. Okay ? Donc, il y a à la fois de la prudence à avoir de la part des gens qui dirigent cette collectivité et il y a chez nous, Martiniquais, de la tolérance, de la patience à avoir et surtout de la clairvoyance. Ce n'est pas les gens qui dirigent la CTM actuelle, ni ceux qui dirigeaient avant, qui vont pouvoir ou qui auraient pu pouvoir résoudre un paquet de problématiques. Ok, il faut le rappeler, et ça, je pense que ce discours-là doit être entendu, que nous sommes dans une république française et que 70% des problématiques que nous avons à régler sont directement du ressort du gouvernement français et de ses représentants locaux. Juste deux mots quand même. Eddy. Oui, il faut se garder des promesses qui ne sont pas dans le périmètre du possible de nos dirigeants. Il faut aussi que nos élus martiniquais, quand des problèmes relèvent de l'autorité de l'État français, il faut aussi, comme je veux vous citer ce conflit sur les ordures du Nord, il ne faut pas qu'ils jouent à l'autruche et qu'ils ne puissent pas non plus donner un avis pour permettre à l'autorité qui représente l'État ici puisse se sentir aidée pour faire avancer les choses. Oui. Les silences sont souvent extrêmement coupables et complices. Ouais. Après, deux mots, je continue à penser qu'il faut que chaque année, à date d'anniversaire, des journalistes réinterrogent les candidats élus pour leur dire, faites-nous le point. Sur nos promesses et sur les choses possibles de vos programmes. Alors, qu'avez-vous fait? Où nous en sommes? Michel, voilà. Tu as raison, mais allons un tout petit peu plus loin. Mais rapidement, parce qu'on a dépassé. Non, mais bon, comme c'est la dernière, on peut faire 2 heures. On peut faire 2 heures. Et non, il y a un élément qui me semble très important, c'est de rappeler ce que Letchimy a emprunté à Nilor. C'est ce fameux moment de dialogue permanent, de comité de dialogue permanent, c'est-à-dire qu'une fois par mois,
le bureau de l'Assemblée, ouais. le Conseil exécutif, le bureau de l'Assemblée, plus des représentants, il l'a annoncé. Donc, Oui, il a annoncé dans son discours. non, mais ce qu'il a annoncé en plus, c'est qu'il y aura des représentants Des deux groupes qui ne sont pas dans le bureau de l'Assemblée. Donc un représentant de Catherine Conconne et un représentant de Jean-Philippe Nilon, qui vont venir en plus. Donc, ce que José suggère, ça va être possible tous les mois. Tous les mois, les élus vont entendre le Conseil exécutif, vont discuter, et bien évidemment, vous imaginez bien que la presse sera tenue au courant, parce que dès qu'ils sont sortis de là, ils vont aller parler à la presse. Donc, cette espèce de bilan permanent, et c'est un risque majeur qui a été pris là, parce qu'à rythme de mois, on risque souvent d'être... enfin, ceux qui vont participer risquent d'être frustrés. C'est parce que c'est pas en 30 jours qu'il se passe beaucoup de choses. Mais je pense que les 5 dernières années ont donné aussi l'envie de régler un certain nombre de problèmes. Michel? Non, moi je réagis à la première partie de l'intervention d'Eddy, qui rappelle, mais ça c'était, je l'ai dit, je l'ai écrit pendant toute la campagne électorale, c'est une critique globale. Qu'en lisant les programmes, on avait l'impression que la Martinique était un État indépendant, ou au moins autonome. Bon. Et que ce n'était pas citoyen ni civique de faire croire aux Martiniquais, je prends un exemple, qu'on peut d'un seul coup régler le problème de la pauvreté en Martinique. Alors qu'il y a des États, la France, les États-Unis, qui n'arrivent pas à résoudre le problème de la pauvreté. Bon, qu'on prenne des mesures ponctuelles pour cibler les personnes qui sont les plus démunies. Mais c'est ce qui a été fait pendant la mandature précédente. Hein. Bon, on va pas refaire la campagne. Ce qui a été fait dans toutes les mandatures. Michel, depuis 1946. Dans la précédente. Et puis la deuxième, je vais prendre un autre exemple. Oui, rapidement, Michel. Prenons un autre exemple. Faire croire qu'on peut baisser le prix des carburants. Et de la bouteille de gaz. C'est important. Faire croire que le président du Conseil exécutif. Là, c'est l'ancien président de la commission finance qui parle. Mais oui. Juridiquement parlant, d'abord, c'est le préfet qui fixe le prix des carburants. Ce n'est pas le président du Conseil exécutif. 1. 2. Depuis le début de l'année, quitte à désespérer un certain nombre de personnes, la hausse des prix des carburants n'a pas une origine interne, elle est externe. Oui. C'est l'envolée des prix des cours internationaux, du pétrole brut et de la parité dollar-euro. Oui, mais Michel, tu sais très bien, ne dis pas seulement ça. On est là pour l'équilibre. Dis aussi que la part des taxations, parce que le prix d'origine subit l'envolée des prix du pétrole, mais c'est sur ce prix-là que viennent se poser les taxes. Non. Mais, Michel... Non. La taxe, la principale taxe sur les carburants, une taxe est fixée en valeur absolue. Donc elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. C'est l'une des taxes. L'une des taxes. Il y a une petite partie, qui est l'octroi de mer, qui est en pourcentage. Voilà. Mais la taxe principale, par conséquent, si on veut baisser le prix des carburants, il faut faire comme certains États le font. Il faut que l'État français, par la collectivité territoriale, qui n'a qu'une faible part de son budget qui est constitué par les taxes, moins de 30% du budget de la collectivité territoriale est couvert par des taxes locales. Oui. La principale ressource de la collectivité, c'est des dotations de l'État et de l'Europe. Qui est de combien, la ressource de la CTM? 1 milliard? Le budget, c'est 1 milliard. 1,3 milliard. Les ressources, en gros, les ressources. Moins que ce que la dame a dit que l'ancien président a pris. Ouais. Exactement. Donc, ce que je veux dire. Oui, mais c'est sur plusieurs années. Si on veut, il faut que l'État subventionne le prix des carburants et le prix de la bouteille de gaz. Bon, et bien on va veiller à ce que ça... La manifestation, c'est pas à Cluny, mais c'est devant la préfecture qu'il faut le faire. Appel à la désobéissance civile. Je prends cet exemple parce que ça s'appelle de la démagogie. Il fait son Trump. Mais en fait,
Ce que les gens comprennent mal, je crois, hein, en Martinique, s'agissant du gaz, par exemple, c'est pourquoi une bouteille de gaz coûte près de 4 € de plus en Martinique par rapport Parce à... que le le toit de mer. Ouais. Par rapport à la Guadeloupe. Oui, mais les gens, le consommateur, machin, Ouais. bientôt, je connais les gars qui vont venir avec leur bidon de gaz de la Guadeloupe. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Bon, Mais ça, non, mais la Michel, différence est minime. Michel, alors- ce qu'il faut retenir, c'est que il y a quand même une marge possible. très faible. Elle est faible, mais elle peut être symbolique. Tu le sais très bien. Ouais, elle peut être symbolique. mais- Parce que rappelle-toi que l'ancienne mandature a augmenté Non, symboliquement aussi. Non, mais ça c'est le PPM qui dit ça. Oui, mais bon. Le PPM est en train de faire de la démagogie sur le Pourquoi prix des tu dis c'est le carburants PPM et ça qui va dit- lui retomber sur le nez. Tu dis que c'est le PPM qui décide, tu me regardes, au fait. Non, alors, on a la fini. principale cause de l'augmentation des prix des carburants est une cause internationale. Alors, dernière chose, vous allez passer vos vacances en Martinique ou bien vous allez voyager, puisque le CMT demande de passer ses vacances en Mais Martinique. côté nous qu'à aller à... Côté nous qu'à aller Mais à- si vous êtes vaccinés, les gars, vous pouvez Mais prendre l'avion. mais pour aller qui côté l'économie martiniquaise a besoin Ah, de d'accord. notre argent. D'accord, donc On c'est va pas voyager, le vaccin. on va voyager, Moi, je on va voyage en voyager en Moi, Martinique. la seule chose le seul bémol que je fais, c'est que je pense quand même que, comme nous avons une bonne partie de notre population qui vit en France, qu'il faut quand même prendre des dispositions pour permettre quand même À ces gens-là, à ces gens-là de revenir. Ouais, très bien. Donc, vacances en Martinique. Oui. Terminé. Vacances en Enfin. Martinique en respectant les Gestes barrières, et en faisant attention. distanciation, voilà. Alors, on n'a jamais encore su si le Rhum finalement a tenu l'histoire de Covid, non? Si le rhum, Oui, Si le rhum tue le Covid, ouais. Enfin, au moins l'atténuer. ben, si on me l'a tué, nous, le Covid l'a pas fait. Hein, puisque nous- non mais, Sur ces bons mots, non, mais le rhum Clément, c'est le rhum Clément qui se trouvait, qui était à l'Élysée là. l'Élysée aujourd'hui, Ouais. oui. le Rhum Clément était à l'Élysée? oui, Ah, d'accord. parmi les 120 produits de France. Ouais. Il y avait la Guadeloupe a présenté un procédé des lunettes fabriquées à partir d'un dérivé des sargasses. Sargasses, ouais. Non, permettez-moi de vous dire comme les Mais la jeunes. Martinique a présenté le rhum. Permettez-moi de En vous fait, dire. la Martinique a présenté, oui. Enfin, Alors, permettez-moi de vous dire c'est comme bien. les jeunes. Moi, Comme les, pas le rhum Clément. comme les jeunes disent, ça faible. Parce que figurez-vous que le Samaritain qui fait le kung-fu pendant des élections, il apporte une bouteille de rhum pour le pape. Le pape. Donc, pape Lapiro qui est président français. Hein. Tout à fait. Donc, tout à fait. tu comprends. Non, C'était c'est sûrement un du dérivé. Saint-James, c'est du Saint-James qu'il a Ce dû qu'il- emmener. Ce qu'il fait, Oui. c'est un dérivé du Kung Fu qui s'appelle le Fun Chu. Le fun show, oui. Bon, eh bien, messieurs, merci beaucoup. Passez d'excellentes vacances. José, merci beaucoup. Merci, non, c'est moi Merci qui à vous toi, remercie. Michel. Et, Bien. Il faut quand même rappeler le nombre. D'émissions sur une année. Ça Il en y a fait, hein. 42 émissions qui sont faites sur. Si vous enlevez, Oui. vous enlevez 8, c'est ça à peu près, entre 8 et 10, on va dire ça, puisqu'on est bien d'accord qu'il y a 52 semaines. Voilà, vous en enlevez 10 Ouais. et il reste 42 émissions. Alors, 42. j'ai rencontré une auditrice, une téléspectatrice aujourd'hui d'ailleurs, qui m'a dit la chose suivante. Ce que j'apprécie dans votre émission, c'est que quand vous utilisez un mot un peu technique, un peu savant, il y a toujours un d'entre vous, mais en général, qui dit attention, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est comme ça que ça permet à beaucoup de gens de suivre l'émission et d'apprendre des choses. Très bien. Je pense que c'est le levier, je l'ai déjà dit ici, je pense que c'est le levier le plus important du progrès économique, social de la Martinique, c'est l'éducation, la formation, l'information. C'est pour ça que nous allons insister. C'est dommage que Chama ne soit pas là, mais on va le récupérer pour qu'il insiste. Il va être le porteur de notre projet, que le président de l'exécutif et l'Assemblée inscrivent dans le budget une ligne d'aide à tous les médias, quelle soit leur orientation politique ou pas, de manière à ce que les médias martiniquais puissent vivre de leur travail et également du soutien de l'aide publique. Voilà. Très bien. Alors là, moi, j'ai passé mon temps là ce soir
a supprimé un marabout qui est au Bénin, je crois. Ben, comme ça. Ou certain que Bouga, c'est pas Goman Bouglaé. Il a le téléphone. Ce sont Bénin, c'est Vaudouille qui a fait. En tout cas, merci à tous les trois. Passez d'excellentes vacances. Et puis à très bientôt. Pour la rentrée, on ne sait pas encore quand, mais bon, ok, ouais. Grégory, merci beaucoup de nous subir. Et de nous aider. Et de nous aider. Et puis, l'arrivée de José qui a boosté un petit peu cette émission, je crois. Je veux remercier aussi Serge Tali qui a participé, Chamas, Monsieur Daniel Compère aussi. Exact. Qui est-ce que nous avons déjà reçu? On a eu plein cette année. Olivier Ernest-Marie. Olivier Pulvar également, qui est venu dans cette émission. Oui. Voilà. Donc, merci à tous. Si l'émission a autant de succès, c'est grâce à vous. Et puis, M. Groma, il ne faut pas oublier que l'émission de Groma a fait exploser l'audimat. Et il n'est même pas venu avec le chapeau. Parce que quand il venait, s'il était venu avec son bakwa, et c'est là aussi qu'il nous a appris que la dame lui a donné des coups de tété. Oui, enfin, il a dit poitrine. Poitrine. Merci beaucoup à tous les trois. C'est ici qu'il a dit ça. Non, ça c'était il déjà nous a rappelé. Il a rappelé. Mais voilà. La dame en question, elle était conseillère. Ne dis pas son nom. Non, je dis pas. Conseillère municipale du Lamentin. Elle était conseillère municipale du Lamentin. Elle était surtout conseillère à la CACEM. Ah oui, d'accord. Et présidente de la commission des finances. Ah bon? Ah oui. Très bien. Merci à tous les quatre. Merci à vous chez vous de nous suivre, de nous supporter, de nous éclairer, de nous faire part de vos observations. Allez, à bientôt. Passez d'excellentes vacances en prenant des précautions. Bye bye. Merci.